Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi vice-présidente du Rassemblement Les Républicains et enfin coprésidente du comité de soutien à Valérie Pécresse pour l'élection présidentielle. Merci d'accepter notre invitation. 48 heures après l'installation de ce comité de soutien, le Rassemblement Les Républicains s'était déjà engagé dans la campagne pour la désignation du candidat des Républicains. C'était votre premier choix, Valérie Pécresse. Vous avez été satisfaite que ce soit le choix des militants et des élus de LR? Oui, écoutez, j'ai découvert en fait cette personnalité de Valérie Pécresse que je ne connaissais pas avant les primaires, justement précisément en préparant en Nouvelle-Calédonie ces primaires et en permettant à chacun des candidats, mais notamment à Valérie, d'avoir des réunions en visioconférence avec les militants. Et c'est vrai que cette personnalité m'a conquise. C'est sûr que sa volonté de restaurer la fierté française, le fait de remettre de l'ordre dans notre pays, ses qualités à la fois de tolérance, d'écoute, mais aussi de grande détermination, ont fait que mon choix de vote s'est porté dès le premier tour des primaires sur Valérie, avec toute l'amitié, encore une fois, que j'ai pour les autres candidats, en particulier Éric Ciotti, qui est venu en Nouvelle-Calédonie et qui était le seul des 5 candidats à s'être rendu. Alors que Valérie Pécresse n'est jamais venue, elle. C'est vrai, vous avez raison. Je crois aujourd'hui, et ça a été aussi une grande part de mon choix, au-delà de la personnalité de Valérie et de son projet, qu'il est temps pour notre pays, la France, qu'il y ait de la modernité. Et la modernité passe aussi par enfin confier à une femme la responsabilité de chef de l'État. Je crois que ça serait un grand signe de modernité. Donc c'est la candidate que vous soutenez pour cette élection présidentielle qui a lieu le 10 et le 24 avril. C'est une bonne candidate pour la France ou pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les deux? Je crois vraiment pour les deux. Je crois vraiment pour les deux parce que les valeurs de dignité, de liberté, d'autorité qu'elle incarne au travers d'une vraie droite de gouvernement. Parce que c'est ça, Valérie Pécresse, c'est la possibilité pour une vraie droite de gouvernement d'assumer ses responsabilités, et la droite a vocation à gouverner la France. La France est un pays globalement qui est plus à droite, on le sait, et par un jeu de circonstances, bien souvent, les choix sont autres. Je crois vraiment que c'est cette capacité aussi de gestion. Parce que, vous savez, Valérie Pécresse, elle assume aujourd'hui, pour la seconde fois, le mandat de présidente de la région Île-de-France. C'est donc une femme de terrain, une femme qui sait gérer les problématiques des Français, qui n'a aucun mépris pour eux, bien au contraire, et qui est dans l'écoute et qui aime ce contact et cette confrontation des idées. Je crois que c'est la bonne candidate pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France. Pour la Nouvelle-Calédonie, parce que nous allons devoir discuter, dialoguer pour nous mettre sur les rails de notre nouvelle solution d'avenir. On va y venir. Femme d'autorité, elle a un peu surpris ces derniers jours en parlant de ressortir le Karcher de la cave. On ne l'attendait pas dans ce registre-là. Ça vous plaît, ce genre de discours, et vous pensez que c'est effectivement ce qu'il faut faire aujourd'hui, en métropole en tout cas? Encore une fois, elle est extrêmement respectueuse, mais aussi extrêmement déterminée et ferme. Je crois qu'aujourd'hui, elle l'a dit, elle veut remettre de l'ordre dans notre pays. Vous savez que je pense que autant les Calédoniens que les Français de métropole ont envie d'avoir une vie apaisée. Et on le voit à quel point la France aujourd'hui est gangrénée par ces grandes difficultés d'ordre public, de respect au sein des grandes cités, qui doit revenir. La France doit à nouveau être apaisée, et donc ces questions de maintien de l'ordre qui n'ont pas été gérées doivent l'être aujourd'hui. Elle a raison de se positionner sur ces sujets essentiels pour le bien-être et le bien-vivre des Français et des Calédoniens aussi. Alors, d'ailleurs, je veux quand même rendre hommage, ici en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire qui a fait un travail remarquable en la matière depuis qu'il est arrivé, en particulier sur notre référendum, puisqu'on a avec la présence de ce haut-commissaire, un vrai responsable qui a la qualité de gestion de l'ordre public et des questions d'ordre public. Le renfort des forces de l'ordre qui a été accordé, envoyé par l'État, ça vous semble c'était une bonne décision, c'était adapté au déroulement du référendum, c'est ce qu'il fallait? Oui, on regrette, si vous voulez, qu'elle soit arrivée trop tard, puisque le deuxième référendum, vous savez comment il s'est tenu, et qu'il a fallu attendre d'être à 4 mois de l'élection présidentielle pour que, enfin, effectivement, on reçoive les forces de l'ordre qui sont nécessaires à faire en sorte que cette consultation qui s'est tenue se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais je voudrais quand même dire que quels que soient les moyens que vous avez, si vous ne les utilisez pas bien, le résultat n'est pas là. Et encore une fois, Patrice
Rochefort, notre haut-commissaire, a géré de manière remarquable le déroulé de cette consultation pour faire en sorte qu'il y ait une sérénité autour du déroulement de ce vote. Pour en revenir à Valérie Pécresse, quelle est sa vision de la Nouvelle-Calédonie? On l'a dit, elle n'est jamais venue ici, mais c'est un dossier qu'elle connaît, elle le suit depuis quelque temps ou elle vient de le découvrir à l'occasion de ce 3e référendum? Non, je pense que Valérie Pécresse a toujours suivi un petit peu ce dossier, mais effectivement, vous avez raison, elle ne fait pas partie des responsables politiques nationaux qui ont été impliqués dans le sujet calédonien. Aujourd'hui, en tous les cas, ce qui est sûr pour notre candidate, c'est 2 choses. La première, c'est qu'elle s'inscrit, et elle a vraiment une vision gaullienne de ce point de vue. Elle considère que l'ensemble des Français doivent être traités de la même façon, c'est-à-dire que les Français d'outre-mer ne sont des Français à part entière. Et elle compte redonner à la France toute l'implication dans ces outre-mer qu'elle n'aurait pas dû cesser d'avoir. Donc aujourd'hui, le dossier calédonien, elle a plongé dedans à bras-le-corps, elle sait nos particularités, elle sait combien le dialogue va devoir être remis en œuvre en Nouvelle-Calédonie, elle sait aussi que, et en tout cas c'est ce qu'elle défend, qu'il nous faudra porter une feuille de route calédonienne. Elle compte être, si les Français lui font confiance, être un chef de l'État engagé dans ce processus pour être à la fois bienveillant et accompagner les Calédoniens dans la rédaction de cette feuille de route calédonienne qui nous attend et que nous devons avoir la responsabilité d'écrire. Donc voilà, c'est un État très engagé, bienveillant, avec tous les sujets qui ont été évoqués, notamment lors de la réunion en visioconférence que nous avons organisée avec le comité de soutien lors du lancement du comité. Ça vous a surpris qu'elle accepte comme ça d'être présente pendant une vingtaine de minutes, hein, à cette visioconférence, de répondre à vos questions, de dialoguer avec vous? C'est un signe quand même d'intérêt pour la Calédonie, parce elle est en pleine campagne, elle, déjà. C'est la marque de fabrique de notre candidate. C'est une femme d'une grande proximité. Et d'ailleurs, c'est Pascal Vittori, maire de Boulou-Paris, qui co-préside avec moi ce comité de soutien, qui a l'occasion de le dire. C'est une chance pour nous d'avoir à ce niveau, en tout cas candidate à ce niveau de responsabilité, une femme de terrain qui, effectivement, est très à l'écoute, mais est en capacité de gérer, et c'est ce qu'elle fait dans sa grande région, qui comprend des millions d'habitants, des problématiques de base de nos concitoyens, de ses concitoyens. Et donc, c'est ça, la marque de fabrique de notre candidate. C'est pas, elle a fait des études classiques, des responsables politiques français, mais elle n'a pas cette façon d'être technocratique, et on l'a vu d'ailleurs dans cette visioconférence. Elle est dans un grand échange de simplicité avec nous, avec une vraie maîtrise de ces sujets. C'est une grande professionnelle que nous avons en la personne de Valérie Pécresse, et c'est une chance. Alors, lors de cette visioconférence, elle s'est notamment félicitée des résultats du référendum. Ça n'a pas vraiment surpris. Mais vous-même, quelle est l'analyse que vous faites de ce référendum? Le calendrier passe vite. C'était le 12 décembre, mais bon, il y a eu les fêtes, on n'a pas vraiment parlé. Victoire écrasante du non sur fond de très forte abstention. Ça permet de construire quelque chose aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Vous avez pensé quoi de ce résultat? Vous le savez, nous, notre mouvement politique, depuis des années, il considère que mettre face à face un dimanche les Calédoniens en 2 blocs, 2 paquets, alors pas tout à fait égaux, puisqu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre en termes de nombre, en tout cas, ça n'est pas ce qui permet de construire notre avenir. Néanmoins, par 3 fois, en 3 ans, les Calédoniens se sont majoritairement exprimés pour rester au sein de la République française. Nos camarades indépendantistes ont fait le choix de ne pas participer au dernier scrutin. Moi, j'ai toujours respecté leur choix. Néanmoins, ça ne remet pas en cause le fait qu'aujourd'hui, ça a été dit d'ailleurs par le président de la République à juste titre, puisqu'il y a eu ces 3 consultations, puisqu'à chaque fois le choix a été le même, notre avenir doit résolument s'inscrire dans la France. Donc ça, tout le président de la République qui arrivera, il a cette feuille de route et ce cadrage. Et c'est au sein de la République française, désormais, que nous aurons à construire la solution d'avenir pour les Calédoniens. C'est acté, parce que ça fait 30 ans au moins que la Calédonie se cherche un avenir. Selon vous, à l'issue de ce 3e référendum, ça y est, les choses sont faites, la Calédonie restera dans la France, comme l'a dit effectivement le chef de l'État? Ah, mais la Calédonie restera dans la France parce que les Calédoniens en ont décidé ainsi et qu'il n'y a pas lieu donc de remettre en cause leur choix. D'ailleurs, Valérie Pécresse s'est dit être la garante du choix des Calédoniens en la matière, tout autant
qu'elle souhaite aussi être la garante de cette fameuse feuille de route calédonienne que nous devons écrire. Et je crois qu'il y a vraiment, de ce point de vue, quelque chose de très intéressant. Ça sera la première fois qu'un chef de l'État aura face à lui, pour le dossier calédonien, une page blanche et tout à construire et tout à écrire. Et il nous faut avoir vraiment une démarche innovante, dynamique, rassembleuse, pour trouver pour les Calédoniens à la fois une solution qui rassemble désormais. Vous parliez des indépendantistes qui aujourd'hui attendent effectivement le prochain président de la République pour pouvoir discuter à nouveau. Pourquoi pas ? Il est vrai que le prochain président de la République aura une légitimité à engager ces discussions. Et moi, je considère que Valérie Pécresse est la présidente de la République qu'il nous faut avoir à la table des discussions. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, enfin un peu difficile aujourd'hui de le voir, mais quelle est la suite de ce calendrier ? Puisque Sébastien Lecornu, lui, avait prévu une période de transition, 18 mois, qui devait se terminer en juin 2024. Les indépendantistes, vous le disiez, ne veulent pas parler avant l'élection présidentielle. Après, il va y avoir la législative, tout ça, ça va retarder les choses. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Quel calendrier et selon quelle configuration ? Qui va être autour de la table ? Qui va prendre les choses en main? Et est-ce que Valérie Pécresse, à votre avis, va vouloir reprendre les discussions sous ce format qui a été esquissé par Sébastien Lecornu? Je pense que aujourd'hui, ça sera vraiment la légitimité du nouveau chef de l'État de définir les choses. Mais en tout cas, moi, je considère, et c'est ce que nous défendrons auprès d'elle, c'est que le dossier calédonien doit être traité. Et traité, ça veut dire que on doit reprendre le chemin des discussions. Nous devons construire un avenir pour les Calédoniens. Ça nécessite effectivement que les responsables politiques, peut-être enfermés dans des pièces pendant plusieurs jours. Et après, d'ailleurs, vous le savez, nous, le Rassemblement, on est très attachés à la consultation des Calédoniens. Après qu'une grande consultation ait pu se tenir, parce que les Calédoniens aujourd'hui ont besoin de parler, de s'exprimer sur leur avenir, et ils ont toute la légitimité à le faire. Nous ne sommes plus comme il y a 30 ou 40 ans. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas cette démocratie participative auquel on assiste aujourd'hui. Il faut une large consultation des Calédoniens et il faut ensuite effectivement laisser place à ce dialogue pour construire une solution qui dégage l'horizon de nos concitoyens, qui valorise le potentiel extraordinaire de notre pays avec des ressources naturelles de premier plan, avec une industrie nickel, avec une jeunesse qui a un potentiel énorme. Nous connaissons notre métissage, notre richesse culturelle. Eh bien, tout cela, au lieu de ne rien en faire, il convient maintenant que tout responsable politique digne de ce nom se mette autour de la table pour dresser un avenir à ces Calédoniens dans le respect de chacun. Alors Valérie Pécresse, l'autre soir lors de cette visioconférence, s'est déjà déclarée favorable à la différenciation provinciale. C'est vous qui l'avez convaincue. On imagine que c'est pas elle qui tout de suite a trouvé cette solution institutionnelle que porte le Rassemblement aujourd'hui. Oui, alors, vous savez, vous vous trompez parce que Valérie Pécresse, elle a mis en œuvre la différenciation territoriale dans sa région. J'en veux pour preuve, par exemple, vous voyez, il y avait des soucis en matière d'ordre public. Elle a récupéré cette région dans la précédente mandature. Elle voyait que l'État, alors peut-être, pour des raisons politiciennes, parce qu'elle n'avait peut-être pas la bonne couleur politique, ne l'aidait pas forcément. Elle a décidé de faire elle-même. Donc, elle a décidé effectivement de mettre des moyens et d'engager des plans en la matière pour montrer finalement que sa région allait s'impliquer là-dessus. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que dans tous les responsables nationaux aujourd'hui, il y a une conscience que l'État ne peut pas être centralisé avec une hyper-centralisation à sa tête, mais que ce sont vraiment les territoires qui doivent mettre en place des politiques publiques qui correspondent à leur réalité. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, elle a conscience, et c'est vrai que vous avez raison, nous avons défendu cette idée, que chaque territoire provincial ont des réalités différentes. Nous sommes maintenant tous les trois au sein de la République française par le choix des Calédoniens, qui doit être garanti par le prochain chef de l'État, et Valérie Pécresse le fera. Mais néanmoins, nous avons des territoires qui nécessitent parfois, pourquoi pas, une liberté dans les compétences, dans l'exercice, dans le fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Certaines provinces font des choix différents d'autres provinces. Et nous considérons que donner cette souplesse à chacune des provinces est source de cohésion sociale et de paix. Alors, ce projet de différenciation provinciale, il est déjà construit? Vous en avez déjà l'architecture, les grands équilibres? Ou est-ce que ce sera le fruit de discussions éventuellement si vous arrivez à le porter lors de ces discussions sur l'avenir? Il y a évidemment, d'abord, et je vous le disais, nous y sommes attachés au Rassemblement, cette consultation des Calédoniens qui pour nous est essentielle, parce que nous ne voulons pas faire sans eux. Et puis ensuite, effectivement, à l'issue de cette consultation, le Rassemblement donnera bien sûr ses grandes lignes, et nous sommes favorables, et Thierry Santa le premier, à faire en sorte effectivement qu'il y ait un certain nombre de responsabilités qui soient assumées, qu'on en revienne peut-être aussi à l'esprit de l'accord de Nouméa, où ces structures provinciales, elles avaient sans doute plus de pouvoir, mais néanmoins il faut une unité il faut
ce n'est pas en contradiction d'ailleurs. Cela s'inscrit dans une unité territoriale. Nous sommes calédoniens avant tout, quelle que soit la province de notre origine. D'ailleurs, nous avons des familles d'une province et parfois nous sommes d'une autre province. C'est ça, hein, la construction calédonienne. Il faut développer la fierté des territoires en Calédonie. Vous voyez, je discutais avec le maire de Kawa, Alcide Ponga. Vous avez vu le slogan de la province Nord, j'aime le Nord pour le tourisme. Mais eux, quand ils disent j'aime le Nord dans le Nord, mais ils sont fiers de prononcer cette phrase. Eh bien, je crois ces dernières années que nous nous sommes beaucoup divisés et nous n'avons pas, encouragé les Calédoniens à être fiers de leur terroir, de leur territoire, provincial notamment et communal parfois par ailleurs, en disant que voilà, le Nord c'est ceci, le Sud c'est cela, et il y a une fierté à avoir dans ce qui est défendu dans chacun de nos territoires. Peut-être que si nous retrouvons la fierté d'être des Calédoniens, d'une province ou d'une autre, d'une commune ou d'une autre, eh bien, ces facteurs-là nous uniront au-delà de ce choix qui maintenant est tranché, que nous venons de faire par 3 fois, et qui a exprimé notre fierté d'être des Français du Pacifique. Donc c'est un vrai projet que le rassemblement portera autour de la table de discussion. Parce que souvent on reproche aux loyalistes au sens large de ne pas avoir de projet d'avenir. C'est vrai, vous avez raison, il ne faut pas oublier, il faut le dire aux Calédoniens aussi, que bien sûr nous porterons et le rassemblement mettra sur la table des discussions et au sein de la famille loyaliste notamment le projet qu'il porte. C'est notre rôle démocratique que de défendre ses convictions et ses idées. Mais au-delà de cela, il faudra ensuite bien sûr en discuter avec nos partenaires indépendantistes et nous le savons à quel point il y a une dynamique de responsabilité dans les précédents accords où chacun a su faire sa part de travail pour un peu aller vers l'autre et proposer aux Calédoniens des évolutions. C'est notre rôle aujourd'hui. L'un des grands sujets de discussion, on le sait, dès qu'elles reprendront pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est la question du gel du corps électoral. Alors Valérie Pécresse, l'autre soir, toujours en visioconférence, et elle avait déjà eu l'occasion de le dire pendant la campagne pour la désignation du candidat LR, se dit opposée, enfin partisan du dégel du corps électoral. Le problème, c'est qu'en 2007, elle était députée, elle a voté le gel du corps électoral. Comment est-ce que tout ça s'organise ? Elle a changé d'avis, elle n'était pas au courant à l'époque. Vous l'avez convaincue d'être partisan de ce dégel du corps électoral ? Vous savez, je pense que tout responsable politique, qu'il soit une femme ou un homme, tout responsable politique intelligent et pragmatique, c'est défaire ce qui a été mal fait. Valérie Pécresse a tout à fait conscience que le gel du corps électoral était une faute grave, qui a des conséquences en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, qui sont des conséquences dramatiques pour certains de nos concitoyens, qui ont fait souche en Nouvelle-Calédonie, dont les enfants sont nés en Calédonie, ne sont pas citoyens du propre pays qui les avait nés. Donc Valérie Pécresse a tout à fait conscience. À l'époque, par loyauté, vous le savez, vis-à-vis de Jacques Chirac, elle a subi une sorte de discipline vis-à-vis du chef de l'État. Mais elle a conscience aujourd'hui de la faute que c'était, et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle souhaite effectivement ce dégel du corps électoral. Elle souhaite que toute personne qui fonde sa vie sur le territoire puisse être citoyen et voter pour les élections, c'est naturel. De toute façon, Elisabeth, vous le savez très bien, ce gel du corps électoral n'est plus tenable au niveau international. Aucune juridiction internationale ne reconnaîtra la Nouvelle-Calédonie et ne reconnaîtra le fait que ce blocage du corps électoral persiste. Excusez-moi, je vais être un tout petit peu longue là-dessus, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose aux auditeurs d'RRB. Il y a eu plusieurs contentieux au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, il y a un des contentieux, ça s'appelle l'AREPI, où la Cour européenne des droits de l'homme dit il est acceptable que le corps électoral soit limité à ceux qui ont 10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, mais seulement pour une période transitoire, c'est-à-dire seulement pour une durée illimitée. Donc la Cour européenne s'est prononcée pour un corps glissant, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, quelqu'un avait le droit de vote, mais en disant ça ne peut pas durer ça aussi. Ça ne peut pas durer ça aussi. C'est que pour une durée transitoire. Ce qui était prévu à l'origine dans l'accord de Nouméa. Ce qui était prévu à l'origine, mais même ce qui était prévu à l'origine, la Cour européenne considère que ça ne peut pas durer dans le temps. Ça veut dire qu'il faut réouvrir et que Valérie Pécresse souhaite engager dès 2022 les discussions sur le sujet. Ce que Valérie souhaite aussi, c'est rassembler la société calédonienne. On ne peut plus avoir une société aussi fragmentée. Nous avons en Calédonie 2 statuts. Nous avons le statut coutumier et nous avons les personnes de droit commun. Déjà, la société est divisée autour de ces 2 catégories de population. Nous avons ceux qui ne sont pas citoyens, qui sont près de 45 000 personnes aujourd'hui qui regardent passer le train, qui investissent pour certains d'entre eux en Calédonie, qui créent des emplois. Encore une fois, des jeunes parfois nés en Calédonie. Ça n'est plus possible. Valérie souhaite rassembler la société calédonienne autour de solutions raisonnables. Et donc, ça veut dire que ce sera une
une ouverture intermédiaire, ce sera un dégel progressif, ça. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qu'on pourra mettre sur la table à ce moment-là? Mais tout est à construire en la matière. Mais vous le savez très bien, ça passera aussi par une discussion avec nos partenaires. Nous souhaitons cette réouverture. Elle est indispensable. Et c'est une exigence pour nous, hein, cette réouverture. Mais de toute façon, c'est une exigence internationale. Donc Valérie Pécresse s'inscrit là-dedans, elle souhaite ouvrir un dialogue et un débat dès 2022 sur ce sujet. C'est effectivement pour elle une problématique prioritaire. Alors l'un de ses autres projets pour la Nouvelle-Calédonie, toujours dans les propos qu'elle tenait l'autre soir, c'est celui du développement de la base navale de la Nouvelle-Calédonie, avec, c'est un vieux débat, mais avec la mise en place d'un amiral à la tête des Fangs plutôt qu'un officier de l'armée de terre. Quel est l'intérêt de ce genre de dispositif et est-ce que vous l'appuyez également? Oui, je vais rendre à César ce qui doit être rendu à César. Vous savez que c'est le sénateur Pierre Frogic de longue date soutient cette proposition. Il y a deux choses dans cette proposition. D'abord, il y a la volonté de Valérie Pécresse de redéployer des forces de défense en Nouvelle-Calédonie. Parce que, vous l'avez vu avec le camouflet de l'affaire des sous-marins, où clairement, et là je vais le dire, même si je ne souhaite pas dans cette campagne critiquer les autres candidats à la présidentielle, nous souhaitons défendre notre candidate proprement, avec honnêteté, défendre ses qualités. Mais néanmoins, Emmanuel Macron a vraiment échoué en matière de politique internationale concernant cette affaire des sous-marins, puisqu'il n'a pas été très clair. On ne peut pas dire d'un côté la Chine n'est pas mon ennemi, et en même temps rassurer nos partenaires australiens et néo-zélandais en leur disant que la France sera une vraie force de défense dans le Pacifique, ce dont ont besoin nos alliés australiens et néo-zélandais face à une Chine très conquérante dans cet axe mélanésien et en pleine expansion pour la Chine. On ne peut pas venir en 2018 et simplement dire que la France serait moins belle sans la Calédonie, mais ne pas faire comprendre qu'il y a une affirmation du chef de l'État qui veut que la Calédonie reste en République. Donc tout ça a brouillé les pistes en la matière et Valérie souhaite vraiment montrer là une détermination en Nouvelle-Calédonie à avoir des forces de défense importantes. Et pourquoi? Effectivement, des forces navales. Nous sommes entourés de mers. C'est un amiral qui est le chef d'un porte-avions. Aujourd'hui, dans cette stratégie, dans cette géostratégie en matière de forces de défense, eh bien, nous considérons qu'effectivement, la Nouvelle-Calédonie peut être un fleuron français. Et que donc il y a une matière à redévelopper une vraie politique dans cette région et au travers de ce territoire français qu'est la Nouvelle-Calédonie. Et j'en profite pour parler d'un autre sujet qu'elle a évoqué aussi, qui est dans le même ordre d'idées. Elle a évoqué aussi lors de cette réunion en visioconférence qu'elle souhaitait faire aussi et accompagner la Calédonie à être un poumon vert et bleu, un poumon français vert. L'environnement, c'est l'une de ses préoccupations. Oui, parce que la décarbonation de notre énergie, c'est quelque chose d'important et l'État doit nous accompagner là-dessus. On a vu les discussions notamment sur les usines électriques qui devaient être mises en place pour effectivement permettre une vie à la SLN dorénavant. Eh bien, elle sera là, effectivement, pour de toutes ses forces accompagner la Nouvelle-Calédonie sur ce chemin qui lui tient particulièrement à cœur. Alors, l'un des sujets de la campagne présidentielle, qui manifestement prend une grande place, surtout en métropole, c'est celui de la vaccination, obligatoire ou non, de toute la politique sanitaire. Quelle est la position de Valérie Pécresse sur ce sujet? On sait que vous-même, ici, en Nouvelle-Calédonie, vous avez été très active, notamment pour remettre en cause éventuellement revenir sur l'obligation vaccinale. Quelle est la position de Valérie Pécresse sur ce sujet? Est-ce qu'elle va en faire l'un de ses thèmes de campagne en métropole, en tout cas? Vous savez que ce sujet, il divise au sein même des différents groupes politiques. Nous en sommes l'exemple en Nouvelle-Calédonie, vous savez, où une partie de l'Avenir en Confiance, dont je fais partie, souhaitait la levée de l'obligation vaccinale, dont je rappelle aux auditeurs que l'obligation vaccinale a été mise pour à un moment donné être levée, puisque dans la délibération, il est écrit « Nous reverrons cette délibération » quand la situation sanitaire aura évolué. Alors, du coup, ça me permet, ce que votre question, je vous en remercie, de répondre à vos auditeurs, parce que je suis très attentive à Radio Rythme Bleu, et j'ai écouté, dans Vous avez la parole ce matin, de vos auditeurs, indiquer que j'étais peut-être une girouette, donc je voudrais répondre à cette personne, que s'il y a bien un défaut dont on ne peut pas m'affubler, c'est d'être une girouette. Je fais preuve dans mon parcours politique de la fidélité à une famille, de la fidélité à des convictions, de la fidélité à des idées, et de la fidélité à ce que j'ai voté sur l'obligation vaccinale, disant qu'on allait la lever quand le contexte sanitaire permettait de la lever. Et moi, je suis pour la vaccination. Je suis moi-même vaccinée 3 doses, toute ma famille est vaccinée 3 doses, mais je suis pour la levée de l'obligation
Parce que on peut être pour la vaccination et contre l'obligation aujourd'hui qui crée plus de désordre qu'autre chose. Je considère que les personnes qui ne se sont pas faites vacciner, elles sont très peu aujourd'hui finalement, autant au niveau national qu'au niveau local, assument le propre risque et on en a mes consciences et qu'il n'y a plus lieu de mettre l'obligation. Pour ce qui est de Valérie Pécresse, vous avez bien vu, les différents groupes sont donc divisés. Moi, ce que je regrette, c'est que le chef de l'État utilise ce sujet sanitaire pour mieux faire diversion sur les autres sujets de la France et emmener la France dans une division, parce que les termes qui ont été utilisés ne sont pas rassembleurs. Comment voulez-vous parler d'emmerder les non-vaccinés? Enfin, c'est quand même le président de tous les Français, les vaccinés et les non-vaccinés. C'est notre président à tous, le président de la République. Donc je ne trouve pas ça sain d'instrumentaliser cette crise sanitaire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut parler dans la campagne présidentielle des sujets des Français, des sujets de sécurité, des sujets d'avenir, et ceux de l'Outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, mais que c'est un mauvais sujet là qui est en train d'être utilisé dans cette campagne présidentielle. On va sortir un tout petit peu de la campagne présidentielle pour revenir peut-être à des dossiers purement calédoniens, et notamment celui qui va sans doute dominer les prochaines semaines, celui de la crise des finances publiques en Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez la situation, tout le monde sait qu'elle est pour le moins inquiétante. Il y a une réforme fiscale qui est esquissée aujourd'hui par le gouvernement. Les membres Avenir en confiance du gouvernement se sont opposés à la délibération relative à ces orientations fiscales. On imagine que vous les soutenez, que vous faites la même analyse que vous ne partagez pas cette vision fiscale du gouvernement Mapou. Ah, mais nous soutenons complètement nos 4 membres Avenir en confiance du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont complètement raison et nous aurons l'occasion de porter leur voix au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais vous indiquer, Elisabeth, que ceci a été voté cette semaine par donc les indépendantistes du gouvernement, que sans traîner et donc dans la précipitation, devrais-je dire, dès vendredi prochain, nous sommes censés statuer au Congrès en séance publique sur ce sujet, qu'à aucun moment le CESE, pourtant, qui vient d'être installé, on ne peut plus dire qu'il n'est pas installé, n'est consulté sur cette réforme fiscale qui est importante. Nous sommes dans la précipitation. Cette réforme fiscale surtaxe les Calédoniens, mais ne règle pas les 30 milliards de déficit de nos comptes sociaux antérieurs, les 12 milliards chaque année supplémentaires de déficit de nos comptes sociaux, les 7 milliards qu'il manque dans le budget préparé pour les collectivités, on parle là du budget de répartition, et les 12 milliards, excusez-moi de ces nombreux chiffres, qu'il manque aussi au budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on ne consulte pas, on fait à la va-vite pour mettre les élus du Congrès devant le fait accompli. Nous nous opposerons vigoureusement à ce projet du gouvernement qui surtaxe dans tous les domaines. Ça n'est pas la façon de faire, et surtout, nous sommes bien en mal d'avoir enfin un plan global avec une vraie vision pour effectivement réformer la Nouvelle-Calédonie, et notamment en matière de dépenses aussi, puisque l'autonomie que nous avons depuis un grand nombre d'années a abouti au fait qu'aujourd'hui, la collectivité Nouvelle-Calédonie est au bord de la faillite. Ça, c'est quelque chose qu'aucun élu en Nouvelle-Calédonie ne peut ignorer, ou en tout cas ne peut ne pas regarder en face. Mais ça n'aurait pas en cause pour autant la volonté d'autonomie et de large autonomie de la Nouvelle-Calédonie, donc il va bien falloir trouver une solution. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'il faut que nous apprenions à gérer cette autonomie, nous ne pouvons plus la gérer de la sorte. Et là, tout le monde est d'une certaine façon responsable, mais bien souvent, les échéances électorales ont fait des surenchères, où il fallait donner sans avoir forcément de recettes. Je crois que voilà, vraiment les Calédoniens et de manière générale, les Français, je crois qu'ils veulent plus qu'on fonctionne comme ça. Aujourd'hui, on doit être sincère avec les gens, on doit expliquer, on doit les mettre face aux responsabilités et à la réalité, et on ne doit plus laisser cette épée Damoclès. Alors, on a eu l'épée Damoclès du oui et du non pendant 30 ans, et maintenant, on va avoir une épée Damoclès de faillite de notre collectivité au-dessus de la tête de nos enfants. Donc, nous avons tous la responsabilité d'agir. En tout cas, nous considérons que ça n'est pas de la bonne façon que le gouvernement procède pour précisément sortir de cette impasse. Et nous aurons l'occasion de le dire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est bientôt la fin de ce magazine. Vous disiez que l'obligation vaccinale divisait les groupes politiques. La présidentielle aussi, ça va les diviser, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir dans votre groupe de l'Avenir en confiance, on le sait, un certain nombre d'élus qui soutiendront d'autres candidats que Valérie Pécresse. C'est dur à vivre ou c'est normal? C'est la vie politique qui s'organise de cette manière. Il y en a qui soutiendront Emmanuel Macron, d'autres qui soutiendront Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Vous allez arriver à faire vivre le groupe néanmoins sans
sans trop de dommages jusqu'en avril? Vous avez raison. Je considère qu'effectivement c'est la démocratie et donc il y a différents candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui. Il est tout naturel. Bon, vous savez, nous, notre fidélité côté rassemblement à la famille des Républicains au niveau national, qui est une famille ancrée depuis de nombreuses années, qui aujourd'hui est en reconquête. Et Valérie nous a demandé d'organiser une vraie armée de reconquête au service de la France. C'est ce que nous faisons. Et c'est la démocratie qu'il y ait plusieurs candidatures. Nous allons essayer de le faire, en tout cas pour notre part, dans un vrai esprit de respect, dans un vrai esprit, effectivement, de ne pas aller détruire les autres camarades qui défendent un autre candidat, bien au contraire, mais plutôt nous défendre avec énergie et avec respect, donc de manière très digne, à l'image de notre candidate, à la fois sa personnalité et son projet pour la France et pour la Calédonie. Donc voilà, c'est vraiment cela. Nous ne sommes pas dans une campagne qui veut détruire l'autre, nous sommes dans une campagne qui veut valoriser et expliquer pourquoi nous, de notre côté, nous considérons Valérie Pécresse est la femme qu'il faut comme chef de l'État à la France et à la Nouvelle-Calédonie. Comment va s'organiser le comité de soutien? On a vu qu'il y a déjà tout un organigramme, mais vous allez être très présent sur le terrain. Il va y avoir des réunions, des meetings, vous voyez les choses comment? Oui, en fait, alors vous savez que donc évidemment, ça n'est pas qu'une campagne du rassemblement, elle va bien au-delà. Valérie est soutenue au niveau national par le nouveau centre incarné ici par Pascal Vittori, comme je l'indiquais, qui co-préside avec moi ce comité. Et puis au-delà de ça, de simples citoyens en Nouvelle-Calédonie, et donc sont nombreux à représenter la société civile au travers du comité de soutien qui comprend aujourd'hui une 60aine de personnes que nous avons donc réunies en visioconférence avec Valérie Pécresse il y a 2 jours de cela. Nous allons faire beaucoup de réunions de proximité. Nous voulons une campagne qui soit, et vous savez, un responsable politique, eh bien, il doit être heureux en campagne électorale. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre que nous voulons avec les Calédoniens. C'est une proximité avec les Calédoniens. Et donc, nous ne voulons pas forcément des grandes réunions. Puis en plus, le contexte sanitaire ne le permet pas forcément, mais nous voulons des réunions de proximité, des réunions de Tupperware, partout en Nouvelle-Calédonie, dans les 90 jours qui nous séparent maintenant de cette élection présidentielle, pour que chaque Calédonien puisse d'abord découvrir cette personnalité, vous l'avez indiqué, elle n'est jamais venue, et puis aussi pour défendre ses idées, ses convictions. C'est ce que nous allons faire avec tout notre cœur. Nous sommes pressés et impatients d'aller à la rencontre de nos concitoyens, hommes et femmes, en Nouvelle-Calédonie, quelles que soient leurs origines, leurs convictions, leur culture, leurs croyances, pour aller convaincre que notre candidate est celle qu'il faut pour la Nouvelle-Calédonie. Valérie Pécresse ne pourra pas venir pendant la campagne, on imagine, pour des raisons d'emploi du temps et pour des raisons sanitaires. Ça n'est pas encore totalement acté. Vous savez que la septaine est un frein. Quand on a 3 mois de campagne présidentielle, on ne peut pas se permettre de venir en Calédonie en passant une semaine enfermé à domicile. Donc si cette septaine venait être levée, peut-être que les choses seront reconsidérées. Mais du fait de cette situation sanitaire, Valérie aura ses émissaires, ses plus proches, nous a-t-elle dit, qui viendront en Nouvelle-Calédonie, effectivement, pour faire campagne à nos côtés. Et puis après, nous verrons comment nous organisons, sans doute, par contre, là, de plus grandes réunions en visioconférence avec toutes les freins techniques parfois que peuvent générer ces moyens de communication. Mais voilà, nous allons essayer de faire en sorte de faire connaître cette femme française engagée, sincère et surtout qui porte de belles valeurs encore d'autorité, de dignité, de respect et que nous défendons aujourd'hui. Virginie Ruffnac, coprésidente du comité de soutien à la candidature de Valérie Pécresse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. La fin de ce magazine Transparence Magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il sera également disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.